voyage extraordinaire dans la science, faire entrer les sciences dans notre radio. Voyage extraordinaire dans les sciences, une codiffusion Radio Laser et le site web culturel breton unidiver.fr. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et aujourd'hui, nous recevons Anne-Marie Cortesero et nous allons parler de sujets qui passionnent, je pense, tout le monde, des insectes et des plantes. Et on va démarrer, comme on le fait toujours dans notre émission, par un petit voyage en arrière et pour savoir un peu comment tout ça a démarré, mais en remontant un peu plus loin quand même. Alors, Cortesero, c'est pas un nom breton du tout, mais il y a plusieurs explications possibles, je pense, à ce nom. C'est peut-être pas le nom d'origine non plus. Alors, d'où venez-vous ? Racontez-nous un peu d'où vous venez. Eh bien, je viens de l'Est de la France. C'est là que je suis née, dans le pays des anges. Je suis née à Algrange. Bon, il n'est pas très angélique ce pays, parce qu'il est plutôt gris. Et en fait, mes parents sont arrivés là parce que ils étaient pieds noirs et quand ils sont rentrés d'Algérie, ils n'ont pas eu trop le choix de leur point de chute. Et ils sont arrivés dans ce pays où il y avait très peu de soleil alors qu'ils venaient d'un pays ensoleillé. Et donc je suis née là-bas et puis ils ont essayé de partir et ils ont eu une opportunité, mon père en tout cas. Et quand j'avais 6 ans, on est parti à l'étranger. Mon père était enseignant, il était instituteur. Et donc il est parti comme coopérant et quand j'avais 6 ans, j'ai été presque téléportée, enfin c'était vraiment l'impression, de ce pays gris à Haïti. Je suis partie en Haïti et donc on a vécu là-bas pendant 3 ans. Et ensuite mon père a enchaîné, donc en Haïti j'ai découvert un autre monde, un monde complètement différent, une liberté incroyable pour les enfants. Enfin, à l'époque le pays était relativement sûr, beaucoup plus qu'actuellement. Et au bout de 3 ans, une autre opportunité, et donc mon père a été muté au Maroc. Donc on est parti au Maroc, qui était à Tanger, qui était également pour moi jeune enfant de 9-10 ans, pareil, un endroit extraordinaire. On habitait près de la mer, enfin bref. Et puis, au bout de 2 ans, le Maroc, ça leur a pas trop plu à mes parents, et donc ils ont cherché à partir, et on est parti en Colombie. Et donc la Colombie, là, c'était vraiment la découverte d'un pays très très accueillant, apprentissage de l'espagnol, parce que malgré mon nom, je ne parlais pas espagnol à l'époque. Et donc j'ai été dans un lycée franco-colombien, donc les enseignements... À Bogota, je suppose, alors ? À Bogota. Les enseignements étaient en espagnol, donc les premiers temps c'était compliqué, mais au bout de 2 mois je parlais espagnol, et j'ai gardé en fait cette langue. Donc je parle assez bien espagnol. Et la Colombie, c'est un pays absolument extraordinaire en termes de biodiversité. Juste pour quelques mots, en Colombie, les sites qui vous ont marqué, juste parce que je connais, c'est un peu un pays que je connais un peu. C'est un peu loin parce que j'en suis partie, j'avais une 15aine d'années, donc j'en ai un peu plus aujourd'hui. Alors Bogota, c'était une ville vraiment très très moderne en fait, très dynamique. Par certains côtés plus modernes que certaines villes françaises à l'époque. Et puis après, donc pour sortir de Bogota, c'était très très compliqué en voiture. On mettait des heures à sortir parce que c'est une ville très très étendue. Et puis on allait dans les terres chaudes. Donc vers Cali, vers. Oui, en fait on a visité un peu tout. Alors ce que j'ai beaucoup aimé, c'est Carthagène. Ah oui, ça c'est dans le nord, oui. Oui, mais Medellín à l'époque c'était pas ce que ça a été par la suite. Donc on pouvait aussi se rendre à Medellín sans trop de soucis à ce moment-là. Et oui, moi ce qui m'a marqué c'est les terres chaudes parce qu'on sortait de Bogota qui est en altitude et où c'est par rapport à la Bretagne pratiquement un printemps permanent avec des problèmes d'essoufflement parce que 2600 mètres d'altitude, oui. Et donc on partait, on faisait je sais plus 2-3 heures de route et on se retrouvait dans la jungle en fait avec des plantes, des orchidées de partout, des insectes incroyables. Voilà, et donc c'était vraiment et puis les Colombiens c'est aussi un pays très diversifié d'un point de vue de la culture, avec beaucoup de peuples différents, de couleurs différentes, une musique incroyable. La musique m'a beaucoup marqué aussi. Et donc après la Colombie, on y est resté 4 ans. On est parti en Égypte. C'est un autre grand changement. Autre pays, donc
donc là on était au Caire. Et c'est là-bas que j'ai passé mon bac. Et c'est là-bas au cours de mes études, notamment en première, en terminale, que j'ai été passionnée par la biologie. Grâce à un enseignant, c'est vraiment un enseignant. J'ai oublié son nom, j'ai essayé de le retrouver, mais je me rappelle plus son nom. Vraiment, il était passionnant, et donc c'est à partir de là que je suis rentrée dans ce monde de la biologie réellement, quoi. Très bien, mais c'est quand même un sacré voyage. Hein. C'est ça, oui. Donc à chaque fois aussi. Un caractère. Oui, et puis à chaque fois sans doute une coupure par rapport à des amis, par rapport à toute une culture aussi, un monde différent à chaque fois. Tout à fait, oui. Donc ça, c'était toujours un petit peu difficile, toujours une déchirure au moment du départ. Et puis, au bout de quelques temps, arriver dans un nouveau pays, finalement, une richesse de redécouvrir d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres univers, d'autres environnements. Mais c'est vrai que, et surtout quand on est enfant, c'est difficile à comprendre et puis à accepter. Mais quand je suis arrivée, après mon bac, quand je suis arrivée en France, à Montpellier, pour entamer mes études supérieures en biologie à l'université de Montpellier, j'ai perçu toute la richesse finalement de cette enfance que j'avais eue et toute la chance que j'avais eue. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu compliqués. Ça m'a donné la capacité de m'adapter à beaucoup de choses, en fait. Donc une rencontre et une passion pour la biologie qui s'est manifestée à ce moment-là. Tout à fait. Oui. Mais la biologie, c'est un monde extrêmement vaste. Et donc là, on va arriver à un monde particulier dans la biologie. Alors le chemin après, ça a été une licence, une maîtrise. Oui. C'était le DEUC, et donc ça c'est l'équivalent de la licence. Et puis ensuite, oui, une maîtrise et un DEA à l'époque. Tout à Montpellier? Non, en fait, quand je suis arrivée à Montpellier, ce qui m'intéressait, comme beaucoup d'étudiants qui découvrent la biologie ou d'élèves, souvent on est un peu passionné par les animaux, parce que les animaux, c'est quelque chose qui fait un petit peu rêver, le comportement des animaux. Donc c'était ça qui m'intéressait. Et comme beaucoup, j'étais bien sûr plus intéressée par les gros animaux, les vertébrés, et les insectes, pas plus que ça. Et donc j'ai fait ma licence à Montpellier, et après la licence, à l'époque, il fallait candidater vers des maîtrises. C'est toujours la même chose à l'heure actuelle, c'est sélectif. Et donc il fallait que je trouve une maîtrise dans laquelle je pouvais rentrer. Et j'ai trouvé une maîtrise de biologie des organismes et des populations à Tours. Donc je suis partie de Montpellier à Tours. En fait, quand on rentre à l'époque dans une maîtrise, actuellement dans un master, à un moment il faut faire un stage. Et donc c'est à l'occasion de ce stage, j'ai eu une proposition de stage dans une unité de recherche qui s'appelait l'IBEAS à l'époque, qui s'appelle l'IRBI actuellement. Donc ce qu'il faut simplement retenir, c'est que c'est actuellement l'unité de recherche qui travaille sur les insectes en France, qui est spécialisée sur la biologie des insectes. Et à l'époque déjà il y avait ce côté insecte. Et donc le sujet de stage portait sur des insectes tropicaux, c'est peut-être ça qui m'a un peu attirée. Et donc il y avait tout un projet de recherche qui démarrait sur la protection des graines, et donc en l'occurrence des graines en Afrique, qui sont stockées dans des greniers à grains. Donc la production est discontinue, et donc à un moment il y a la possibilité de produire ces légumineuses, et ensuite il faut les stocker pour pouvoir les consommer le reste de l'année. Et quand elles sont stockées dans les greniers, ça fait une ressource extraordinaire pour des insectes qui se frottent les pattes et qui les consomment. Et donc il y avait un gros projet européen qui démarrait à ce moment-là, et donc on m'a proposé de faire mon stage dans ce domaine-là. Et donc voilà, j'ai découvert le monde des insectes. Et là, ça a été la plongée. La plongée, oui. Et on n'en est jamais sorti alors. Exactement. Et franchement, c'est un univers extraordinaire. Et donc on va avoir l'occasion d'en parler, je pense, oui. Mais ces petits animaux un peu insignifiants ont un impact considérable sur les écosystèmes et sur nous également. Et donc c'est vraiment extrêmement intéressant
d'aller se plonger dans leur univers et essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Donc après ce premier stage, il y a eu après une thèse. Donc premier stage, deuxième stage en DEA aussi derrière, et puis ensuite proposition d'une thèse que j'ai acceptée. Sur toujours ces petits insectes qu'on appelle des bruches. Qui sont, on appelle ça des ravageurs parce que ils vont provoquer des dégâts sur les cultures, mais en gros, c'est des insectes qui se nourrissent soit comme adultes, soit comme stade immature d'une plante. En l'occurrence, les bruches ici, les femelles pondent sur les graines, et leur larve rentre dans la graine et la consomme, et donc la rendent ensuite impropre à la consommation. Et donc on va parler d'insectes ravageurs, et donc l'idée là c'était d'essayer de trouver des moyens pour limiter les dégâts de ces insectes. Alors thèse, après un autre grand voyage. Tout à fait. Qui va durer encore quelques années. Dans mon grand voyage, mon esprit de voyageuse. Donc après la thèse, je suis partie en ce qu'on appelle en stage postdoctoral. Donc je suis partie aux États-Unis, je suis partie en Géorgie pour travailler toujours sur les interactions plantes-insectes. Donc là j'ai travaillé sur d'autres plantes, j'ai travaillé sur le cotonnier j'ai aussi travaillé sur les interactions entre les plantes et le cotonnier, parce que le cotonnier c'est également une plante qui est sujette aux attaques de beaucoup d'insectes. Et c'est une des plantes pour lesquelles les insecticides sont beaucoup utilisés. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était également le moment où on commençait à parler d'OGM, d'organismes génétiquement modifiés. Et le cotonnier, c'est une des premières plantes qui a été modifiée pour essayer de contrer les attaques d'insectes. Moi, je ne travaillais pas du tout dans cette branche-là. Je travaillais plutôt, depuis ma thèse et puis pendant ce stage postdoctoral, dans ce qu'on appelle la lutte biologique. Donc la lutte biologique, c'est la mobilisation d'organismes pour essayer de contrer le développement d'organismes qu'on qualifie de nuisibles. Donc moi je travaillais sur des parasitoïdes. Donc les parasitoïdes, ce sont des insectes qui sont parasites d'autres insectes. Et on leur donne ce nom de parasitoïdes, on pourrait les appeler parasites, mais parasitoïdes, parce que au cours de leur cycle de développement, ils vont tuer leur hôte. Donc ils sont un peu comme des prédateurs, mais ils ont un mode de vie très proche des parasites. Donc on a inventé ce terme de parasitoïdes. Et donc ce sont des agents de régulation de ceux qui mangent les plantes. Et donc il y a des interactions fascinantes entre les plantes et ces parasitoïdes. Puisque les plantes vont appeler à l'aide, en quelque sorte, ces parasitoïdes pour venir parasiter ces phytophages, ceux qui mangent les plantes, ces herbivores, ces insectes qui les consomment. Et donc là, je suis rentrée dans... c'était déjà au moment de ma thèse le cas, c'est vraiment ça qui m'a vraiment intéressée, cette communication entre les plantes et les insectes. Après ce long voyage aux États-Unis, c'est Rennes. Là, c'est une pause quasiment définitive. Là. Il n'y a plus de voyage, probablement pour des conférences scientifiques. Mais c'est... Je me suis posée, je suis devenue beaucoup plus sédentaire, en tout cas du point de vue de mon travail. Donc oui, j'ai été recrutée à l'université de Rennes. Où vous êtes professeur maintenant ? Voilà, donc d'abord comme maître de conférence, puis j'ai eu la chance de pouvoir passer professeur. Donc je suis professeur à l'université de Rennes. Et actuellement, je fais ma recherche dans une unité qui s'appelle l'IGEP. Alors, on va en parler un petit peu parce que oui, là, je pense que c'est une unité qui a plusieurs localisations, qui est très grande en fait, qui fédère donc sans doute beaucoup de compétences différentes. Donc un mot, effectivement, sur. Alors c'est un nom qui est IGEP, qui veut dire Institut de génétique, environnement et protection des plantes. Le point commun de toutes les recherches qui sont menées à l'IGEP, c'est la protection des plantes. Mais en fait, tout le monde ne travaille pas sur les insectes. Il y a des collègues qui travaillent plutôt sur les maladies des plantes. Il y a des collègues qui travaillent sur les micro-organismes, donc les micro-organismes qui peuvent se situer notamment au niveau du sol. On est assez spécialiste de ces interactions entre les micro-organismes du sol et les plantes. Voilà. Donc dans IGEP, il y a aussi génétique. Et donc, ce côté génétique qui est travaillé dans l'unité, c'est tout ce qui va toucher la résistance des plantes vis-à-vis de ce qu'on appelle leurs bioagresseurs. Donc, les bioagresseurs, c'est les insectes, c'est les nématodes,
c'est les micro-organismes qui vont interagir avec les plantes et les affecter lorsque ce sont des cultures pour nous. Et donc voilà, il y a des collègues également qui travaillent sur les nématodes, qui sont des petits organismes qui sont des petits vers qu'on va trouver à différents endroits, mais notamment dans le sol, et qui vont pouvoir être des bioagresseurs des plantes. C'est un monde complet, mais d'une complexité terrible, ça. Ah ben oui, c'est très très complexe. Alors déjà, si on prend organisme par organisme ou bioagresseur par bioagresseur, c'est compliqué, mais évidemment tout ça interagit avec un environnement, avec la terre, avec qui changeant actuellement, et donc change également. Enfin, ce qui change, c'est ce qu'on savait. Les comportements, les propriétés, voilà. Les possibilités de manger aussi. Tout à fait. Et puis on peut en parler très très rapidement, mais il y a aussi de nouveaux organismes qui arrivent, que ce soit des plantes, que ce soit des insectes, que ce soit des maladies, parce que le climat change, l'environnement change. Donc on est dans quelque chose qui est très très dynamique. Ouais. Un sujet ou des sujets qui sont non seulement compliqués, mais aussi qui sont vitaux quelque part. Tout à puisque fait. Là, derrière tout ça, il y a la vie animale, la vie aussi des plantes, mais il y a aussi l'humain qui vient s'insérer dans ce schéma et qui doit se nourrir. Donc on va évidemment parler de toutes ces interactions. Je suppose que là, sur des sujets pareils, la région est aussi en accompagnement important en termes de soutien à la recherche ou principalement en soutien à la recherche. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a des enjeux pour la Bretagne. C'est un partenaire important. Pas plus tard que cette semaine, je démarre un nouvel encadrement de thèse avec une doctorante qui est financée en partie par la région. Donc son financement, c'est pour moitié l'université de Rennes et pour moitié la région Bretagne. Et donc on y reviendra sans doute, je pourrais justifier en fait de ce financement par rapport au sujet de cette thèse. C'est sur la mouche du chou, on en a parlé tout à l'heure. Mais... Alors la Bretagne, les principales cultures en Bretagne, les légumières en particulier, ce sont quoi? Les pommes de terre, les choux? Bizarrement, les pommes de terre sont pas considérées comme des légumes. Ce sont des grandes cultures. Ah. Mais en effet, il y a beaucoup de pommes de terre cultivées en Bretagne. Et en termes de culture légumière, en effet, il y a tout ce qu'on appelle brassicacées, donc les choux, les brocolis, les navets, les rutabagas, les radis, cette grande famille. Et donc on a sur toute la zone côtière de la Bretagne cette région légumière qui est très importante. Il y a donc en Bretagne, il y a également tout ce qui est aliacé, les oignons qui sont assez bien connus. Il y a les artichauts. Voilà, les artichauts, c'est typiquement également une production bretonne. Mais du côté des choux et de leurs apparentés, en fait, c'est vraiment une région de production très très importante en France. Et toutes ces plantes sont menacées par des insectes ou des équivalents de... Ça, c'est vrai pour toutes les cultures. En fait, quand on cultive une plante sur des surfaces assez importantes, donc on les cultive pour nous, mais d'autres organismes trouvent que là, c'est quand même une sacrée mine d'or, puisque normalement, dans la nature, les plantes sont relativement dispersées dans leur organisation. En fait, on va rarement trouver sur des hectares et des hectares la même plante. Là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met au même endroit une ressource qui peut être intéressante pour un insecte qui peut être spécialisé sur cette plante, et on dit bah non, c'est pour nous, les humains. Et forcément, il y a des insectes. Donc oui, en effet, en Bretagne, il y a, comme dans toutes les régions du monde, des insectes phytophages qui deviennent des ravageurs parce que les conditions de production des cultures sont favorables finalement au développement de ces insectes. En fait, on leur fait un petit cadeau. Et ils en profitent. Ou un gros cadeau. Alors j'ai été étonné en préparant l'émission, là aussi, de l'importance on parle de légumes, principalement de production légumière, de l'importance des jardins familiaux. En termes de surface, en termes de production, je ne sais pas, mais ça représente 139 000 hectares sur 200 000 hectares, donc c'est énorme. On s'attendait plutôt à l'inverse, c'est-à-dire une production familiale, je dirais plus restreinte par rapport à une grande production
professionnel. Mais non, c'est quelque chose de non négligeable. Je vois Alors, ce chiffre. Je l'ai pas forcément en tête, mais... Alors, avant de parler d'interaction dans ce monde d'une complexité redoutable, parlons peut-être d'abord des insectes et ensuite et aussi des plantes de manière séparée. Les insectes, pour la plupart d'entre nous, sont des animaux qui sont familiers quelque part. Il y a les mouches, il y a les guêpes, il y a les abeilles, il y a les pucerons, les cousins, ce genre de choses. Mais on connaît pas, en fait, c'est un monde en soi déjà. Cette partie-là, et elle est la même partout. C'est-à-dire... Partout, en France, en Afrique, en Asie, où ce sont à chaque fois des mondes différents qui, d'une certaine manière, gardent une certaine particularité ou au contraire qui communiquent aussi à grande échelle. Il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des insectes qu'on ne trouve que dans certaines régions du monde et puis il y a d'autres insectes qui sont très très cosmopolites. On peut citer des espèces qu'on connaît bien comme les moustiques, qui sont très très cosmopolites et qui se retrouvent dans toutes les régions du monde. Mais après, il peut y avoir des espèces qui ne sont présentes que dans certains environnements, que dans certains habitats qu'on ne connaît pas forcément. Donc, en termes de diversité, les insectes, c'est plus d'1 million d'espèces. Donc, plus d'1 million d'espèces. Donc, plus d'1 million d'espèces décrites. Beaucoup sont pas décrites. Et dans des environnements un petit peu complexes, comme dans les forêts tropicales ou dans des environnements où l'humain est moins présent, on l'a pas forcément décrite. Et donc, en termes de taille, c'est quand même aussi assez variable. Donc, plus ils sont gros, on va dire, plus on les voit, mais il y en a des assez petits. S'ils n'ont pas d'impact sur l'homme, on peut ne pas les décrire. Or, ils jouent un rôle extrêmement important et ils sont présents dans tous les environnements. Ils sont présents dans les environnements aériens de la planète, mais également dans le sol. Ils sont présents également dans les environnements aquatiques. Donc les insectes, il y en a absolument partout. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils jouent un rôle essentiel dans tous les écosystèmes. Et si on peut faire une petite parenthèse là-dessus, pour venir à des préoccupations actuelles, ils sont également victimes de nos activités humaines. Et on voit un effondrement de la diversité de ces insectes qui est en train d'être de plus en plus et de mieux en mieux caractérisé. Il y en a particulièrement touchés actuellement Oui, il y a des insectes qui sont sensibles par rapport à nos activités et qui disparaissent, soit qui disparaissent carrément, soit qui ne sont plus présents là où ils étaient présents précédemment. Et ça a des conséquences importantes sur d'autres organismes. Et donc le lien qui a été fait dans quelques travaux récemment, c'est le lien entre abondance des insectes et abondance des oiseaux. Les oiseaux, tout le monde est familier des oiseaux, tout le monde aime les oiseaux. Et puis, en fait, les insectes, c'est un peu insignifiant et ça sert pas à grand chose. Sauf que si, en fait, et ce lien qui est un lien trophique, un lien alimentaire, l'abondance des insectes va pouvoir avoir des conséquences sur les niveaux trophiques supérieurs, dont les oiseaux et d'autres. Oui, c'est une chaîne alimentaire en fait qui. Une petite parenthèèse, mais pour aussi alerter sur l'intérêt de travailler sur les insectes. Et donc ils vont jouer comme ressources trophiques. Voilà, dommage. Mais ils vont jouer également beaucoup des insectes au niveau du sol, sur ce qu'on appelle le recyclage de la matière organique. Si nos forêts sont aussi belles et se développent aussi bien, c'est parce que dans le sol, il y a plein d'organismes. Alors, il y a des insectes, il y a des micro-organismes qui vont travailler pour recycler la matière organique qui est produite par les arbres et redonner des ressources alimentaires aux arbres, aux plantes qui sont au-dessus. Donc, c'est un système très dynamique. Et donc, si on élimine ces organismes, ça va avoir des conséquences extrêmement importantes à tous les niveaux. Alors, d'un côté, on a des insectes qui disparaissent. Et de l'autre côté, il y en a d'autres qui profitent de l'aubaine pour occuper l'espace ou qui trouvent des conditions qui sont plus adaptées. Et donc, on a davantage de problèmes avec les insectes. Donc, vous avez cité quelques insectes tout à l'heure. Dont un qui est particulièrement sympathique, le cousin. Oui. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont sympathiques aussi comme ça, qui ne. Alors peut-être que le cousin mange aussi plein de choses. Alors le cousin est sympathique et à l'état adulte très inoffensif. Par contre, ses larves mangent des racines et donc c'est bien d'avoir un peu de cousin, il n'y a aucun problème. Mais ça peut devenir un
ravageur des cultures dans certaines conditions qui sont favorables à son développement. Et en fait, voilà, c'est une histoire d'équilibre. En fait, les insectes phytophages, les insectes qui mangent des plantes, il y en a depuis que les plantes existent. Et cette interaction, elle existe. Mais le problème, c'est quand on déséquilibre les choses et que certains organismes vont se mettre à pulluler parce qu'on a modifié un certain nombre de conditions qui leur sont favorables, et d'autant plus lorsqu'il s'agit de plantes que nous, on cherche à consommer ou à produire pour de la fibre. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, nous sommes sur Radio Laser avec, dans l'émission Voyage extraordinaire dans le monde des sciences, et nous recevons aujourd'hui Anne-Marie Cortesero, qui est une passionnée visiblement de tout ce qui est insectes et plantes, et qui va nous raconter encore plein de choses là-dessus. C'est une émission qui est associée aussi à la plateforme culturelle Unidiver, et nous sommes, je crois, à la 6e saison de cette émission maintenant. Alors, 1 million d'espèces d'insectes, les plantes. Il y en a autant ? Non, il y en a beaucoup moins. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, là, mais parce que je travaille plus sur les insectes que sur les plantes, mais il y en a moins. Mais par contre, il y a une diversité formidable également au niveau des plantes, et elles sont à la base aussi de tous les écosystèmes terrestres, en fait. Si vous regardez autour de vous, sauf que là c'est l'automne, mais le monde est vert. Là, il est plutôt brun en Bretagne parce que les feuilles sont en train de tomber. Mais le monde est vert parce que les plantes ont colonisé également tous les habitats terrestres. Donc, grande diversité. Et je vais essayer d'aller vers le sujet qui m'intéresse. Grande diversité d'espèces, mais également grande diversité chimique, en fait, dans les plantes. Les plantes, en fait, produisent des composés qu'on appelle des composés secondaires ou des métabolites spécialisés, c'est-à-dire c'est pas les composés qui vont être essentiels au fonctionnement de la plante basique, le métabolisme primaire qui dérive de la photosynthèse avec la production de sucre, d'acides aminés, de protéines. Mais à côté de ça, il y a toute une batterie de composés, des milliers de composés qui sont produits par les plantes et qui sont essentiels dans ces interactions avec les autres organismes. Alors nous, ces composés, on les connaît parce que soit on les apprécie, soit on sait que ces composés veulent dire qu'il ne faut pas manger la plante. Donc quand vous mettez des épices dans vos plats, c'est ces composés-là en fait qui vont donner le goût que vous aimez, le goût de la menthe, le goût de la noix muscade, le goût du poivre. C'est ces composés secondaires. Et ces composés secondaires en fait participent vraiment de l'interaction avec les insectes. Donc c'est des composés qui vont pouvoir jouer sur leur comportement. Donc ça va leur permettre de reconnaître cette plante. Et c'est des composés aussi, souvent, qui sont toxiques et qui vont empêcher que les insectes mangent ou se développent à l'intérieur de ces plantes. Alors, on va essayer de comprendre aussi comment vous découvrez ça, parce que comment vous travaillez finalement parce que là, on parle de composés, on parle de choses qui sont pas évidentes à saisir et à observer. Alors, sur les insectes et sur les plantes, comment vous travaillez ? Alors, il y a différentes manières de travailler sur ces composés. Alors, il y a des collègues qui sont plutôt dans le domaine de la chimie, qui vont prendre des plantes qui les intéressent, qui vont les préparer d'une certaine manière, et puis qui vont utiliser des outils qui vont leur permettre de déterminer ces composés. Donc, c'est tout un domaine de la recherche qui porte sur la détermination de ces composés. Et ensuite, ces collègues souvent vont aussi essayer de savoir si ces composés peuvent être intéressants, puisque finalement, c'est la base de tous nos médicaments. Et la nourriture aussi. Voilà. Alors, il y a le côté nutritif qui est un des aspects, mais moi, je suis plutôt sur le côté de l'effet de ces composés sur la santé des autres organismes dans un sens positif ou négatif. Donc certains de ces composés sont des poisons, d'autres sont plutôt des choses qui vont pouvoir être utilisées pour nous soigner. L'aspirine par exemple, la morphine. Certaines sont des drogues, puisqu'on peut être addict de ces molécules. Et donc les collègues chimistes vont essayer de caractériser ces composés, donc grande diversité. Ils vont essayer de savoir comment ils sont produits dans la plante, donc avoir une petite idée des voies de biosynthèse pour comprendre à quel moment ils apparaissent.
Et puis ensuite, parfois faire des tests sur des choses assez larges pour savoir s'ils peuvent avoir un impact qui sont intéressants. Moi, je travaille toujours du point de vue de l'interaction, donc moi je pars plutôt du comportement des insectes, c'est ce qui m'intéresse, du comportement ou du développement des insectes. Donc je vais mettre en place une interaction entre la plante qui m'intéresse et l'insecte qui m'intéresse. Alors comment ça se passe ça déjà ? Alors, c'est pas évident pour... Alors moi je pars souvent de l'écologie, donc très régulièrement, donc si on parle par exemple des travaux que j'ai menés sur les choux avec ces ravageurs bretons, donc c'est une mouche qu'on appelle la mouche du chou, donc qui est spécialiste de cette culture, de cette plante. Et bien cette mouche du chou, à un moment ou à un autre, il faut qu'elle arrive sur la plante parce que elle n'est pas en permanence en interaction avec la plante. Les insectes en fait sont sensibles aux conditions climatiques et dans nos régions tempérées, pendant l'hiver en général, ils trouvent un endroit pour passer l'hiver dans des conditions physiologiques particulières qu'on appelle la diapause, donc ils vont être bien à l'abri pendant l'hiver pour pas geler. Donc ce qui vaut pour les ours ou pour vaut aussi pour les insectes alors. Tout à fait. Donc il y a des adaptations, on appelle ça comme ça, qui permettent de résister aux conditions climatiques défavorables classiques, des climatiques courantes. Et donc ces mouches du chou sont en diapause, donc en hibernation si vous voulez. Oui, parce que c'est un mot qu'on connaît pas en fait. Donc c'est un état particulier qui permet de résister aux conditions climatiques défavorables, qu'elles soient froides ou chaudes. Et donc, lorsque le printemps arrive, ces insectes vont sortir de leur diapause et les femelles vont rechercher un endroit pour se reproduire. Cet endroit pour se reproduire, ce sont des brassicacées, des plantes de la famille des brassicacées, donc des choux. Donc elles vont devoir venir vers ces choux, elles vont devoir les trouver. Et pour les trouver, elles vont utiliser des odeurs. Une fois qu'elles les ont trouvées, si les plantes leur plaisent, elles vont y pondre et leurs larves vont les consommer. Donc on a là deux phases d'interaction qui sont intéressantes. Une première phase qui est comportementale où la femelle va venir vers la plante. Et donc nous on s'intéresse à ces métabolites, à ces composés qui sont produits par la plante, qui vont être émis par la plante, qui vont devenir des odeurs. Et donc ces odeurs vont renseigner la mouche pour savoir que sa plante est là et pour se rapprocher de la plante, pour connaître également la qualité de cette plante et savoir si elle va y pondre ou pas. Et ensuite, on a d'autres composés qui sont dans la plante qui vont permettre ou pas le développement de la larve. Et donc, pour répondre à votre question de tout à l'heure, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on utilise des dispositifs pour travailler juste sur le comportement d'orientation. Donc, c'est au laboratoire ? Alors, c'est au laboratoire, en partie. Donc, au laboratoire, on va utiliser des dispositifs qu'on appelle des olfactomètres. Donc, on va essayer de comprendre comment les insectes prennent leurs décisions sur la base des odeurs. Donc, les olfactomètres, ça existe également pour l'homme. Hein. On est vraiment très très mauvais dans la perception olfactive. Donc, quand on rentre dans ces interactions avec des odeurs entre les plantes et les insectes, on rentre dans un univers que nous, humains, on maîtrise vraiment très très mal. Donc, il faut savoir que les insectes perçoivent les odeurs 10 fois, 100 fois mieux que les chiens. On a l'impression que les chiens sont vraiment très très bons là-dedans. Non, les insectes sont bien meilleurs. Ils n'ont pas de nez, ils utilisent leurs antennes. Donc vous avez tous vu, les insectes ont des antennes qui peuvent s'agiter. Lorsqu'elles s'agitent, c'est qu'ils perçoivent quelque chose. Et donc nous, on va les mettre dans des petits dispositifs où on fait passer l'odeur et on va regarder le comportement de l'insecte. Donc c'est le comportement de l'insecte qui va nous renseigner sur qu'est-ce qu'il perçoit et quelles décisions il prend. Donc ça, c'est une manière d'aborder les choses. On peut aussi partir directement des antennes, parce que sur les antennes, il y a des récepteurs olfactifs. Et donc, on peut essayer de caractériser ces récepteurs. Et donc ça, c'est des choses qu'on fait également avec des collègues qui sont très très bons là-dedans, qui ont un laboratoire du côté de Versailles. Donc c'est une autre unité INRAE. Et on peut caractériser ces récepteurs pour connaître le potentiel finalement de perception de ces insectes. Et ensuite, une fois qu'on a quelques composés candidats, on peut aussi travailler directement sur le terrain. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des diffuseurs d'odeurs que je vais mettre sur le terrain et je vais observer. À grande échelle, alors là, on est en... Voilà. Je vais regarder le résultat finalement de cette émission sur le comportement des insectes. Et alors, qu'est-ce qu'on sait exactement de ces fameux capteurs des insectes ? C'est-à-dire, on les a observés
au niveau micro, on sait de quoi ils sont faits ou encore on ignore plein de choses? On connaît pas mal de choses. Évidemment, en science, il y a toujours des choses qu'on doit continuer à découvrir. On ne sait jamais tout. Mais oui, on connaît assez bien ces récepteurs. Alors, comment on les connaît? Alors, on fait des observations sous loupe, sous microscope, mais surtout, on a pu déjà depuis quelques années faire des observations en microscope électronique. Donc ça permet à la fois de voir la structure de ces récepteurs à la périphérie, et puis également avec le microscope électronique, on peut aller voir comment sont faits ces récepteurs. Et puis à l'heure actuelle également, grâce aux travaux de biologie moléculaire, on peut savoir de quoi sont constitués ces récepteurs. Donc on les connaît relativement bien, mais ils sont aussi spécifiques. Donc chaque insecte va posséder un répertoire de récepteurs particuliers. Donc ils ont des récepteurs qui leur permettent de percevoir les odeurs, mais également de goûter. Les insectes vont pouvoir goûter avec leurs antennes. Ça nous paraît bizarre, nous, vu que ces deux sens sont quand même assez dissociés, même s'ils se rejoignent à un moment. C'est-à-dire que ce sont des capteurs qui sont en même temps récepteurs de composés extérieurs? Oui. Donc les insectes ont sur leurs antennes ce qu'on appelle des sensilles. Donc ça ressemble à des petits poils, sauf que les poils, c'est un terme qu'on réserve aux mammifères. Donc ce sont des soies, on parle de soies. Et donc ces soies portent ces récepteurs et vont ensuite transmettre des informations au cerveau des insectes qui vont prendre des décisions, soit de s'approcher, soit de s'éloigner, soit ils vont se dire que c'est complètement indifférent. Donc ils vont pouvoir percevoir une partie de tout ce qui est produit par les plantes et sur la base de ce qu'ils vont percevoir, ils vont prendre des décisions. Donc moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est le comportement. Et donc j'ai besoin de trouver quelles sont les molécules qui sont perçues par les insectes et quelles conséquences ça a sur leur comportement. Donc là, on voit déjà que l'insecte est un être intelligent quelque part. Ça, c'est sûr. Et donc ça, c'est des choses que j'ai découvertes si on remonte un petit peu dans mes premiers travaux sur les insectes, parce que j'ai commencé à travailler sur l'apprentissage chez les insectes. Donc on n'a pas forcément cette notion, mais les insectes apprennent des choses. Et donc quand j'ai fait mes premiers stages, je travaillais donc sur les parasitoïdes dont on parlait tout à l'heure, donc ces parasites d'insectes. Et ces parasites d'insectes qui sont très 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 spécifiques. En fait, c'est compliqué d'être parasite parce que en fait on est rejeté par l'autre. Et donc au cours de l'évolution, il y a eu finalement une sélection vers beaucoup de spécificités chez ces parasitoïdes. Et donc ils doivent trouver au bon moment. Ils ont une durée de vie qui est relativement courte, parfois quelques jours, parfois c'est plusieurs semaines. Ils doivent trouver le bon hôte pour se reproduire, sinon ils se reproduisent pas. Et donc ça a sélectionné un certain nombre de choses, dont la capacité d'apprentissage. Donc le parasitoïde, il est capable d'associer une expérience positive, avoir trouvé un hôte par exemple, avec une odeur, pour être de plus en plus efficace à trouver cette odeur. Et dans les années 90, quand je faisais mon stage, on s'y remonte un petit peu, il y avait des collègues qui avaient trouvé que ces parasitoïdes, on pouvait leur apprendre à répondre à un parfum humain, Chanel numéro 5. Donc ils associaient Chanel numéro 5 avec l'oviposition, donc la ponte du parasitoïde, et ensuite il suffisait de mettre le parfum et le parasitoïde venait vers cette odeur. Et donc ça a été une époque où on a découvert à la fois toutes ces capacités d'apprentissage des parasitoïdes, et en parallèle, on a découvert que les plantes, on a l'impression que les plantes ne peuvent pas se défendre vis-à-vis de leurs ennemis. En fait, se défendent assez bien, même si elles sont immobiles, elles se défendent notamment par ces composés dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont dans la plante et qui sont émis. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est qu'ils vont appeler un petit peu au secours ou alors repousser leurs ennemis. Oui, alors ça, c'est l'autre volet des choses, c'est-à-dire comment la plante aussi se défend ou se protège ou parce qu'il y a aussi selon l'âge, selon l'état de la plante, il y a tout un tas de choses là qui vont aussi jouer pour les insectes. Tout à fait. La plante se défend. Alors, moi, je suis vraiment plutôt sur la chimie, mais il n'y a pas que la chimie. Et donc, vous savez tous que les plantes se défendent autrement. Hein. Vous avez tous vu des plantes qui piquent, des plantes qui ont justement plein de soie sur les feuilles, des plantes qui ont des feuilles très très dures. Donc, il y a ce qu'on appelle des défenses physiques, morphologiques, qui existent également. Mais moi, vraiment, ce qui m'intéresse davantage, c'est les défenses chimiques qui jouent énormément. Et donc, ces défenses chimiques, elles peuvent être présentes en permanence chez certaines plantes. Et donc, on a
des groupes de composés qui sont spécifiques de familles de plantes. Par exemple, chez les brassicacées, qu'on appelle aussi les crucifères, ou qu'on appelait avant les crucifères, les gens connaissent peut-être davantage, donc tout ce qui est chou, il y a une famille de composés qu'on appelle les glucosinolates. Alors ça paraît un petit peu barbare, mais les glucosinolates, vous les connaissez parce que quand vous faites cuire du chou-fleur, vous avez une odeur que vous n'aimez pas trop, c'est lié aux glucosinolates. Le goût du radis un peu piquant, c'est lié aux glucosinolates. Donc vous voyez tout de suite, quand je vous dis chou, vous avez peut-être ce goût qui vous vient à l'esprit, c'est le goût caractéristique qui est lié à ces glucosinolates. Et donc ces glucosinolates, ce sont des composés de défense des plantes, directement et surtout indirectement parce que en fait quand l'insecte va consommer la plante, il va briser les cellules et donc ces glucosinolates qui sont même toxiques pour la plante elle-même vont être mis en contact avec une enzyme qui est dans une autre partie de la plante et ça va donner ces composés qui ont cette odeur caractéristique qui sont toxiques et qui vont servir de signaux pour les insectes. Donc oui, les plantes se défendent. On sait qu'en fonction de leur âge, ce ne sont pas les mêmes défenses qui sont mobilisées, donc ça va évoluer au cours du temps. C'est différent entre espèces de plantes, entre variétés de plantes, entre familles de plantes, donc il y a une diversité, on parle de diversité extraordinaire. Chimique extraordinaire. Et alors là vous êtes justement à l'interface entre les deux. Tout à fait. Et l'objectif, c'est d'avoir un impact sur les traitements, un impact positif dans le sens de supprimer les pesticides ou réduire les pesticides pour essayer justement s'appuyer sur ces mécanismes d'interaction. Tout à fait. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous voulez faire. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les plantes qu'on cultive, c'est des ressources formidables pour les insectes notamment. Et depuis qu'on fait de l'agriculture, on est confronté à des problèmes de ravageurs, d'insectes. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on a inventé les insecticides qui ont connu un progrès fulgurant dans leur utilisation sur des durées très très courtes. Et à l'heure actuelle, on se rend compte de toutes les limites. Alors c'est un outil formidable parce que on a des composés qui vont agir très très rapidement, qui sont faciles à utiliser, sauf qu'ils ont plein de conséquences négatives sur l'environnement et sur la santé humaine. Donc depuis quelques années, on sait qu'il faut trouver d'autres solutions. Sauf qu'on est en compétition avec des solutions très très faciles et peu coûteuses. Donc on essaie d'inventer d'autres solutions. Donc j'ai parlé tout à l'heure un petit peu de ce qui était lutte biologique. Donc je voulais travailler un petit peu là-dessus, sur la mobilisation de ce qu'on appelle des ennemis naturels comme les parasitoïdes dont on parlait, ou des prédateurs, parce que les insectes sont consommés par des prédateurs, ça peut être des oiseaux, mais c'est souvent d'autres insectes. Donc il y a tout un volet de travaux qui portent sur cette lutte biologique. Et moi, je travaille dernièrement plutôt sur essayer de rendre la plante moins sensible ou plus résistante aux insectes en étant moins attractive pour ces insectes et en permettant moins bien le développement ou la consommation des plantes par les insectes. Mais alors comment c'est possible de faire ça ? Alors justement parce que les plantes, en fait, elles sont... quand on prend une espèce de plante, il y a une diversité énorme. Et nous, avec l'agriculture, on a sélectionné des caractères qui nous intéressaient. Donc c'est le fait que la plante soit précoce, que les fruits soient jolis, voilà, c'est des caractères qui sont liés à la consommation humaine. Et puis on faisait ces dernières années pas mal abstraction des problèmes d'insectes puisqu'ils étaient gérés par les insecticides. Et cette diversité, elle existe. Et en fait, dans la nature, les plantes, elles se défendent. Elles ont évolué pour être le moins consommées possible. Et donc l'idée, c'est de revenir un petit peu à ces traits des plantes qu'elles possèdent pour essayer de sélectionner ces traits-là. Donc on peut travailler soit... donc je travaille avec des collègues dans mon unité qui s'intéressent beaucoup à la diversité des brassicacées. Et donc on va essayer d'explorer dans cette diversité finalement le différentiel qu'on peut avoir en termes d'interaction avec les insectes ou de diversité chimique pour essayer de sélectionner ces traits qui vont les rendre plus résistants. D'un autre côté aussi, on peut essayer de comprendre les mécanismes. Et donc ça peut être des travaux où on va... donc moi notamment, je vais pas mal travailler sur la reconnaissance de la plante
par les insectes à distance, comme on l'a vu tout à l'heure, ou au contact une fois qu'elle arrive au niveau de la plante, comprendre les mécanismes, et puis essayer d'identifier ce qui va faire qu'un insecte va venir ou pas sur une plante. Et donc j'essaie notamment d'identifier des odeurs qui sont émises par les plantes et qui vont permettre de tromper un petit peu les insectes. C'est-à-dire que ces odeurs, au lieu de les faire produire par les plantes, on peut les mettre dans des diffuseurs et on peut faire venir les insectes sur des pièges, par exemple, pour les capter. Ou alors, on peut émettre des odeurs qu'ils n'aiment pas, qui vont faire qu'ils vont pas venir sur la culture et qui vont aller ailleurs. Mais aller ailleurs, ça suffit pas, parce que s'ils vont dans le champ du voisin, ça va pas forcément fonctionner. Donc on travaille aussi sur des systèmes où on va finalement donner une sorte d'échappatoire aux insectes, en tout cas temporaire, des systèmes où on va leur mettre à disposition des plantes ou des ressources sur lesquelles ils vont pouvoir aller, qu'on va ensuite pouvoir éliminer, notamment par broyage dans un agrosystème, pour pouvoir faire en sorte qu'elles n'aillent pas sur... Donc je travaille... Donc vous cherchez à les attirer à des endroits pour qu'elles n'aillent pas à d'autres endroits qui vous intéressent plus. Donc je manipule, j'essaie de manipuler avec des odeurs le comportement des insectes. Et donc je travaille sur les odeurs et je travaille aussi sur ce qu'on appelle les plantes de service. Alors c'est un peu une vue humain centrée, mais quand même, les plantes de service. Ce concept de plantes de service, en fait, c'est parce que les plantes peuvent rendre des services dits écosystémiques. Des services aux écosystèmes et en fait les plantes peuvent permettre de mieux réguler justement ces problèmes de ravageurs. Et donc on peut travailler soit sur des composés, soit sur des plantes qui sont directement plus attractives que la culture, puisque finalement quand on a sélectionné les plantes qu'on cultive, comme je disais tout à l'heure, on les a sélectionnées sur d'autres caractères, et parfois c'est pas les plus attractives pour les insectes, sauf qu'elles sont présentes sur des surfaces énormes, donc forcément pour l'insecte c'est facile de les trouver puisqu'il y en a beaucoup. Et on peut aller rechercher dans la diversité des plantes qui sont plus attractives que celles qui sont cultivées. Et c'est ce qu'on fait notamment actuellement avec un projet sur le colza. Le colza, en fait, qui est vraiment très très soumis aux attaques d'insectes, dont actuellement une espèce qui pose beaucoup de problèmes et pour laquelle on a peu de solutions chimiques, donc il faut absolument trouver d'autres solutions. Et on travaille sur des plantes qui sont plus attractives que le colza, et on travaille également sur des odeurs pour manipuler le comportement des insectes. Donc on va, en fait, les stratégies vers lesquelles on s'oriente pour protéger les cultures vis-à-vis des insectes, elles sont plus compliquées évidemment que celles qu'on pouvait mettre en place avec des insecticides ou avec des OGM, des stratégies où on va combiner différentes choses. Donc on va combiner un petit peu de lutte biologique avec la mobilisation des ennemis naturels, on va combiner des pratiques culturelles particulières, pas semer à tel moment, éviter les périodes à risque si on peut, semer plus tôt si ça permet d'avoir une plante qui est plus robuste et qui va mieux résister vis-à-vis des attaques. Utiliser ces odeurs qui va faire qu'on va avoir moins d'insectes qui vont venir, ces plantes de service qui vont les capter par ailleurs. Donc on va combiner, agencer plus de choses. Donc c'est ça qui rentre dans l'agroécologie finalement. C'est comme ça qu'il faudrait le définir. L'agroécologie, voilà, c'est combiner un certain nombre de leviers qui sont inspirés de l'écologie et qui reviennent vers l'agronomie, parce qu'on est dans des systèmes qui sont cultivés, donc on observe et puis on essaie de faire changer les systèmes de culture. Mais c'est pas facile parce qu'il y a des contraintes à tous les niveaux pour les producteurs. Alors ils sont pour certains assez volontaires. Donc notamment sur les projets en cours là sur le colza, on travaille également avec eux pour essayer de voir ce qu'ils sont prêts à faire. Ils sont parfois très très volontaires pour faire des choses même avant nous, donc des fois on leur dit de pas aller trop vite pour éviter finalement qu'ils aillent un peu dans le mur parce qu'ils ont vraiment envie de faire changer les choses, mais on fait un peu attention. Il faut qu'ils produisent, qu'ils continuent à produire. Parce qu'ils prennent des risques en fait quand ils font ça, donc on essaie de... Mais vous travaillez en espace naturel déjà, à une échelle de terrain ou d'hectares ou c'est encore au niveau laboratoire? Je travaille
toujours, depuis mes premiers travaux lors de mon post-doctorat, je travaille toujours sur le au terrain. laboratoire et sur le terrain. Je fais les deux parce qu'il y a forcément besoin d'un aller-retour permanent. Puisque ce que j'avais trouvé très très rapidement, c'est que on peut trouver des choses qui ont l'air très intéressantes au laboratoire et quand on essaie de les transposer sur le terrain, ça fonctionne pas parce que c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus d'interactions et donc quand on travaille Beaucoup au plus de laboratoire, facteurs aussi qui jouent. donc on a besoin de faire l'aller-retour, on comprend, on élucide au laboratoire, on teste, on valide sur le terrain et on fait des allers-retours permanents. Est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets de réussite de ce type d'approche pour une plante ou pour un type d'insecte particulier? Alors, Est-ce qu'on en est déjà à ce stade-là ou est-ce qu'on en est encore vraiment dans les perspectives, quoi? Alors en France, c'est plutôt des perspectives parce que je pense il y a eu pendant des années cette espèce de confort entre guillemets des pesticides qui étaient utilisables. Il y a un cas de succès de ces méthodologies en Afrique contre les ravageurs du maïs avec des collègues anglais et kenyans qui ont réussi à développer un système dit push-pull justement qui fait un petit peu ce que je disais. C'est un terme que j'ai vu dans vos articles. Donc, c'est ce que on peut l'expliquer d'ailleurs. Hein, on repousse les ravageurs de la culture qu'on veut protéger, donc push, et on les attire vers un autre endroit, pull, où on va pouvoir les éliminer, soit en attirant des ennemis naturels, soit en éliminant la plante qu'on a pu mettre ou en les piégeant. Donc c'est ce système push-pull. Donc ça a été mis en place en Afrique et il y a ça a été très très développé en Afrique. Et ça a démontré son efficacité. Alors. Voilà, mais c'est dans des conditions qui sont particulières à la fois de capacité des agriculteurs à utiliser d'autres outils. Donc il y avait pas forcément beaucoup d'autres solutions disponibles. Et c'est là où on se retrouve actuellement en France, je pense. C'est pour ça que tous ces travaux sont extrêmement développés à l'heure actuelle. Et on a la chance d'être très très bien accompagnés également au niveau national, local, mais aussi également national, avec des appels à projets très ambitieux pour sortir des pesticides. Et donc les travaux qu'on mène sont bien soutenus. Et au niveau européen aussi, je suppose. Au niveau européen également, mais c'est vrai qu'au niveau français, il faut vraiment le souligner. Il y a tout un pan de travaux et de soutien pour sortir des pesticides qui financent des travaux tels que les nôtres. Et donc on a un gros projet qui démarre maintenant, et pour 5 ans. Donc ça c'est bien parce qu'on aime bien avoir un peu de temps, parce que c'est compliqué, vous le voyez bien, d'arriver à des solutions. Donc on a un gros projet qui démarre, qui est centré uniquement sur ces aspects olfactifs, pour essayer de trouver des solutions olfactives ou odorantes. Alors est-ce qu'il y a d'autres approches que la partie odeur qui peut aussi être mis en acte? Oui, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, et on espère que ça va déboucher également. C'est tout ce qui est la sélection des variétés finalement qu'on va mettre au champ, en intégrant ces caractères qui sont importants par rapport à l'intérieur. Mais en perception, autrement, en couleur, il y a peut-être d'autres sens qui peuvent être mise en jeu, non? Je sais pas. Oui, tout à fait, oui. Les couleurs peuvent jouer également, et donc on connaît ça très très bien. Si vous allez dans des serres, vous allez voir qu'il y a suspendu aux serres des petites plaques jaunes ou bleues. En fait, c'est des choses qui servent à piéger les insectes et qui servent de détecteur pour savoir quand est-ce qu'il faut agir, en fait. Donc oui, la couleur joue évidemment beaucoup également. Mais ça peut être un petit peu plus compliqué à manipuler sur les cultures. Il y a des collègues qui travaillaient sur un ravageur du colza. Donc le colza, c'est jaune, et donc l'insecte qui est ravageur du colza est attiré par cette couleur jaune, et donc ils ont essayé de développer, donc c'est des collègues anglais, des variétés de colza avec des fleurs d'autres couleurs. Ça marche, mais en fait la fleur, c'est pas vraiment le stade qui est vraiment très problématique par rapport à l'interaction avec l'insecte. Donc la couleur joue beaucoup dans l'attraction, bien sûr. Bon, et alors, qu'est-ce que vous voyez comme perspective? Alors, vous, à moyen terme, qu'est-ce qu'on peut espérer demain, voilà? Alors, ce qu'on peut espérer demain, c'est réduire progressivement les pesticides en utilisant tous les instruments que vous avez évoqués, peut-être d'autres aussi. C'est ça, voilà. C'est changer finalement notre manière de produire, faire évoluer les systèmes de culture pour intégrer ces nouveaux outils. Et puis peut-être
je sors Un rêve, vous avez un rêve. Sortir finalement de notre société de consommation également dans l'agriculture où on produit beaucoup trop finalement par rapport à nos besoins, avec des exigences qui sont parfois un petit peu aberrantes. Et puis devenir un peu plus raisonnable dans notre production. Et dans notre consommation. Voilà, et dans notre consommation pour moins impacter l'environnement. Évidemment, on a besoin de se nourrir, on a besoin des fibres, mais j'ai l'impression que, comme beaucoup d'autres choses, on en fait un petit peu trop en termes de production, ce qui a des conséquences. Oui, et puis il doit y avoir un peu de gaspillage aussi, je pense. Il y a beaucoup de gaspillage à tous les niveaux, et puis un petit peu des aberrations en termes de production qui sont peut-être à faire évoluer. Et donc oui, mon rêve aussi, c'est d'embarquer la recherche, d'embarquer les jeunes générations vers ces nouvelles solutions, d'embarquer aussi les producteurs, et donc c'est ce qu'on essaie de faire dans nos projets, et puis les consommateurs qui réalisent un petit peu les conséquences de leurs actes d'achat. Alors je sais bien, tout le monde a des problèmes financiers, mais c'est pas forcément toujours beaucoup plus cher. Et en tout cas, il faut qu'on aille tous ensemble dans cette direction-là, parce que si on revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est essentiel pour éviter finalement de nuire à nos écosystèmes, et on ne peut pas continuer à utiliser des produits biocides qui vont avoir des conséquences. Sur les insectes, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais dans les insectes, il y a les pollinisateurs aussi, et là aussi il y a des choses extrêmement importantes qu'il faut éviter de perturber. Donc on en prend conscience, et mon rêve c'est ça, c'est qu'on arrive à transformer tout ça progressivement et le plus rapidement possible, parce que il y a urgence aussi de ce côté-là. Bon, je crois qu'on peut terminer sur ce rêve, parce que c'est vraiment une belle perspective que vous nous donnez là. Écoutez, un grand merci. La passion, je crois, l'envie d'avancer, on l'a perçu, je crois, à travers vos mots et vos paroles. Donc, merci Anne-Marie Cortesero pour ce moment passé avec nous, et sans doute à bientôt. Merci beaucoup à vous pour cette invitation, c'était un plaisir. C'est un plaisir partagé. Merci beaucoup.